Bienvenue, c'est la Mat d'Atang dans les rizières indonésiennes. Nous allons partir à la rencontre de Karine, installée à Bali depuis maintenant 2 ans. Mais avant, petit détour par l'ancienne capitale indonésienne, Yogyakarta. Nous irons notamment visiter le plus grand temple du monde dédié à Bouddha, le temple de Borobudur. Nous irons aussi sur l'île de Flores pour partir à la découverte des fameux dragons de Komodo. Et puis retour sur Bali, l'île du matin du monde, avec Karine qui nous racontera son expérience balinaise. Mais avant ça, direction Yogyakarta. Pour ce premier Vivacité Grandeur Nature, nous vous emmenons en Asie du Sud-Est à la découverte du plus grand archipel du monde. L'Indonésie, c'est plus de 17 000 îles, une population estimée à 250 millions d'habitants, ce qui en fait le 4e pays le plus peuplé de la planète. C'est aussi le premier pays à majorité musulmane pour le nombre de croyants. Et pourtant, nous commençons notre voyage par le temple de Borobudur, dans le centre de l'île de Java, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Yogyakarta, l'ancienne capitale indonésienne. Borobudur, c'est la plus grande construction bouddhiste du monde. Construit aux alentours de l'an 800, ce temple magistral est à la fois un sanctuaire dédié à Bouddha, mais aussi un lieu de pèlerinage bouddhiste. Après avoir traversé les 4 galeries, nous atteignons la terrasse supérieure, surmontée de 3 terrasses circulaires concentriques, bordées de 72 cloches de pierre. Ces cloches abritent pour la plupart un bodhisattva, c'est-à-dire un Bouddha, avant que celui-ci n'ait atteint l'éveil. Le site est depuis 25 ans classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après cette visite chargée d'histoire, de culture et d'émotions, nous profitons d'une petite balade de nuit à travers l'ancienne capitale indonésienne, Yogyakarta. Il est déjà temps de quitter l'île de Java pour en rejoindre une autre, beaucoup plus sauvage celle-là. Cap sur Labuan Bajo, située sur l'île de Flores, au nord-ouest de l'Australie, dans les petites îles de la Sonde. Labuan Bajo est une petite ville de pêcheurs située à l'extrémité occidentale de Flores. L'île est à plus de 90% catholique, ce qui s'explique par la colonisation portugaise au XVIe siècle. Labuan Bajo est aussi et surtout le point d'embarquement pour visiter le parc national de Komodo, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et justement, direction l'île de Komodo, reconnue mondialement pour la faune unique qu'elle abrite. Le dragon de Komodo, le plus grand lézard vivant du monde, tire son nom de l'île, cette espèce de varan que l'on attribue généralement au gigantisme insulaire, possède une taille moyenne allant de 2 à 3 mètres et une masse d'environ 70 kg. You want to come to the Komodo Island in Komodo National Park, you can go to during the trekking, and during the trekking can go up to the hill, and the Frigate Hill, and not only see the dragon, but sometimes we can see for the view, and a good panorama also here. Sometimes that in the morning in the hill we can see some of the birds, the frigate birds, that's the one small group, the birds looking for the fish in here in the sea. Sometimes we can watch from here, and also we can see some Loh Liang Bay. Next time to the Frigate Hill, can continue to the ranger station to see some dragon also. Now you see the dragon, they lying down here. Why? Want to waiting for the animals come to drink in the water hole.
and some dragon lying down here and make camouflage. The dragon very good camouflage, look like a rolls or rocks. Yeah. You want to close like that, but the only ranger, not for the visit. Very close and not focus on the dragon. And the dragon very quickly from behind can bite the leg. And sometimes you focus, no. But sometimes you panic, the dragon very like see the people the panic. And when the animal come to ring, the dragon from behind and very quickly and bite in the legs or the bite in the animals. The animal run, they lost from the mouth the dragon. The animal run, the dragon can waiting for 2 days or 3 days. Animals die, the dragon can eat. Why the animal die? But the dragon has 6 types of bacteria in the saliva and cause blood poisoning. This bacteria can process in the blood of the animals. And the dragon can eat 80% of its body weight. 80% normally. Après cette balade à travers le parc national de Komodo, nous profitons d'être dans le coin pour visiter les îles voisines et s'arrêter le temps d'une baignade sur l'une des nombreuses plages. Retour ensuite à Labuan Bajo, juste à temps pour admirer le long de l'eau un magnifique coucher de soleil. Cap maintenant sur Bali, l'île bénie des dieux. Elle fait aussi partie des petites îles de la Sonde et se situe entre Java et Lombok. Bali présente la particularité d'être la seule île d'Indonésie occidentale où la population n'a pas abandonné l'hindouisme pour une religion monothéiste. Chaque famille possède son propre temple au sein de sa propriété. L'hindouisme de Bali est bien différent de celui pratiqué en Inde. Il est influencé par le bouddhisme, l'animisme et le culte des ancêtres. Les Balinais consacrent beaucoup de temps à leur religion, très ritualisée. Chaque jour est ponctué de yajna, ce sont des rituels sacrés. Lors de ces rituels, le rôle de la femme est très particulier. L'épouse ou la fille se consacre entièrement à assister le mari ou le père à chaque étape du culte. Outre les temples familiaux, il existe aussi les temples reconnus de Bali, comme celui de Besaki, situé près du mont Agung à l'est de l'île, ou encore le très impressionnant temple d'Uluwatu, situé lui à l'extrême sud de Bali. Datant du XIe siècle, il a la particularité d'avoir été construit au sommet d'une falaise. À Bali, la religion est souvent mêlée à la culture et encore plus souvent à la culture de la danse. Nous avons la chance d'assister ici, en plein cœur du temple Uluwatu, à une danse traditionnelle dite danse Kecak. Le Kecak représente un chœur de percussion vocale balinais accompagnant originellement des transes lors de rituels. L'histoire raconte le kidnapping de Shinta par Rawana, le roi d'Alenka. Pour libérer son épouse, Rama envoie Hanuman, le singe guerrier. Ce dernier brûle le royaume d'Alenka et se bat contre Rawana. À ce moment-là, Rama arrive lui porter main forte et triomphe face à son rival.
Un autre moyen de se frotter à la culture balinaise, c'est de se promener dans les ruelles de petits villages traditionnels. Celui de Penglipuran par exemple, qui a su se préserver du monde moderne. C'est l'un des plus anciens villages de l'île, toujours fidèle aux coutumes et à la culture ancestrale. Laissez-vous guider par le sourire des habitants, suivez-les, car ils seront très heureux de vous faire découvrir leur intérieur et surtout leur mode de vie. Keep your chin up and be happy. Un autre moyen d'aller à la rencontre de la population balinaise, c'est de flâner dans les marchés, comme par exemple celui d'Ubud. Ubud est situé au centre de l'île de Bali, entre les rizières et les ravins escarpés. C'est là que vit Karine, installée depuis maintenant 2 ans. Elle est gérante du Matisse Retreat, un hôtel éco-responsable qui s'est plus que bien intégré dans le paysage. Bon, bienvenue au Matisse Retreat. On a de la chance ici d'être en plein milieu des rizières. Et on a la chance en plus d'avoir une collaboration avec les fermiers, ce qui veut dire que les rizières nous appartiennent. Du coup, ça nous donne une vue magnifique et on est sûr qu'on n'a personne qui nous construit un hôtel ou quoi que ce soit. Beautiful, beautiful love with you. Anywhere you wanna go, I follow. Karine a réellement réussi à instaurer une collaboration avec les villageois, que ce soit au sein de l'hôtel, mais aussi pour les activités qu'elle propose à ses visiteurs, comme les randonnées avec son guide Oka. Quand on est venu à Bali, on voulait vraiment aider la population ou trouver quelque chose où on était actif. Parce que je ne voulais pas juste arriver ici et profiter de ce merveilleux paysage tout en étant juste une touriste. Ma façon à moi d'aider, ça a été d'aider sa famille, de développer un tas d'activités autour du trek et autour des activités un petit peu hors sentier battu. Et du coup, tout le monde est content. Moi, je fais plaisir à mes clients parce qu'ils ont des activités un peu hors du commun. Et je développe son agence et du coup, lui, il a plus d'argent pour sa famille et peut aider son village parce qu'il faut savoir que les Balinais, ils ne travaillent pas uniquement pour eux, mais aussi pour les autres. Ils partagent beaucoup, ils donnent énormément au village, ils sont très actifs dans le social et dans un tas d'actions. I don't want to give, I want to share. To share. Yeah, to share. People in my village, also all surrounding Bali, but I try also save some money, raise some money with our work, to save maybe a little money to share. I'm so happy, I'm so glad to meet Karin. Yeah, like a destiny in my life. Yeah, that is mean like a karma in Balinese. Our family here in Bali. Je vois qu'il est ému là, mais c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de formidable, Oka. C'est vrai que c'est un peu ma famille balinaise parce qu'on a tous un peu une famille ici à Bali. Il a 5 enfants et je suis un peu la marraine du dernier qui a 6 mois. Ubud possède cette particularité d'être l'endroit idéal pour les treks. Suivons le guide et laissons-nous balader à travers cette faune plus que luxuriante. On est vraiment en pleine forêt tropicale. Et l'on croise très souvent des villageois sur notre chemin, occupés à travailler le bois et la terre. Donc là, on a le jardinier balinais qui est en train de couper de manière ancestrale l'herbe.
le long de notre balade, on a souvent l'occasion d'avoir donc ce genre de rencontres très locales. Parce qu'il pleut assez souvent, donc si on ne coupe pas l'herbe, ça devient juste la forêt vierge. Notre balade est à chaque fois ponctuée des explications d'Oka sur la nature qui nous entoure, les plantes, les épices, les piments et les fécules comme le tapioca. Marcher ouvre l'appétit, prenons donc le temps de nous arrêter le long du chemin. Les warung, petits restos de rue improvisés, sont nombreux à Bali, l'occasion de découvrir les spécialités locales. Là, on va aller les voir, on va voir si peut-être on peut leur acheter des satés. Selamat siang. C'est des satés de poulet. Ayam, poulet. Voilà, ayam, ça veut dire poulet. Le saté, c'est donc une sauce un peu cacahuète, c'est ça, hein? Donc c'est servi, donc si tu veux, c'est du poulet, du filet de poulet qui est enrobé le long d'un bois de bambou et puis qu'on met dans un genre de sauce à cacahuètes. Bella parga saté. Je demande combien ça coûte. 10 000 10 000. 10 000. Oui, 10 000. ça t'intéresse? Ok. Allons-y. Bon, ben, saté. Enak. Enak, ça veut dire c'est bon. C'est bon, enak. Très bon. On sent bien les épices. Tout à Il y a fait. vraiment, sans que ce soit trop piquant. Voilà. C'est une région où on mange fort piquant ici au bout. Ici, pour eux, c'est pas du tout épicé. Comme tu le goûtes, pour nous, ça l'est déjà un petit peu. Un peu relevé. Mais c'est raisonnable, voilà, c'est relevé. Bali, en général, ils mangent assez épicé. Et ce qu'ils mangent à midi et le soir, il y a un repas qui est plus important à midi ou le soir? C'est quoi? C'est dans la tradition? Dans la tradition, on mange vers 11h. Donc le midi, pour eux, c'est 11h. Comme ils ne déjeunent pas le matin. Voilà, ils ne déjeunent pas le matin, donc ils mangent vers 11h et puis ils vont remanger vers 5h. 5-6 heures maximum. Ils ne mangent pas très tard. Les Balinais, en règle générale, se lèvent très tôt, se couchent très tôt. À 10h du soir maximum, ils sont couchés. Ils sont levés à 4h30, 5h. Donc du coup, tout se passe tôt. Je vais te montrer ici tous les ingrédients qui ont servi et qui vont servir à la préparation des différents plats. Les piments, le piment qui est la base de la nourriture. Cela dit, tu as deux sortes de piments. Il y a un piment qui est assez piquant et un autre qui est assez proche voilà, de la tomate. Donc finalement, ça donne une légèrement épicé, mais pas trop. Plat, mais voilà, pas... c'est juste un tout petit peu relevé. Et ça alors, Karine, c'est quoi exactement? Sambal mata. Donc sambal mata, en fait, c'est une préparation à base d'oignons, d'ail, de piment, qui va un petit peu relever tous les plats balinais. On ne peut pas manger un plat ici à Bali sans le sambal mata. Spicy? No, not spicy. It's onion. Onion? Yeah, it's Spicy onion? No. Are you sure? Sure, try. Vas-y, tu peux goûter, tu verras. C'est pas du tout épicé. Regarde, je vais le goûter moi-même. Après le repas, les Balinais ont à cœur de se recueillir. Le rapport humain est prépondérant sur l'île, mais les habitants attachent aussi beaucoup d'importance à la nature, aux arbres par exemple. Donc ici, on est devant l'arbre sacré.
À Bali, il faut savoir qu'il y a des arbres comme ça qui sont centenaires et ils poussent toujours dans des endroits sacrés, c'est-à-dire près d'un temple ou dans des cimetières. Comme vous le voyez, il y a autour de ces arbres ce qu'on appelle un sarang. Le sarang noir et blanc représente le bien et le mal ensemble. Donc justement, ici à Bali, ils croient qu'il ne faut pas séparer le bien du mal et le fait de le garder toujours ensemble garde l'harmonie en fait. Durant toute cérémonie, on va habiller ces arbres qui s'appellent des banyan trees, donc les arbres sacrés, de sarong comme on mettrait un sarong sur un humain. Voilà, donc ici on va arriver chez le healer. Le healer donc, qui est un guérisseur qui travaille sur les énergies. Et pour pouvoir rentrer dans le temple du healer, j'ai besoin de porter le sarong et de mettre la ceinture donc, qui va séparer le bien du mal. Et bon voilà, ici la dame m'aide à mettre le sarong et la ceinture. C'est une vraie séance de healing. Jero qui est le healer, donc le guérisseur, qui guérit par les énergies. J'ai un mal au pied depuis déjà un petit temps. J'ai un pied qui gonfle très fort et j'ai déjà fait pas mal de traitements et ne sachant plus quoi faire et pour essayer un petit peu de respecter la tradition balinaise. Et depuis, d'ailleurs, on le voit, mon pied n'est plus gonflé du tout. Donc ça marche. Alors après, très sincèrement, je ne comprends pas exactement tout ce qu'il fait. Mais comme vous avez pu le constater, c'est assez hard. C'est-à-dire qu'il prend vraiment les mauvaises énergies. Et d'ailleurs, à certains moments, il rentre complètement en transe. C'est vraiment pour m'enlever, faire sortir ce qu'ils appellent ici le poison ou le mauvais aura qu'il y a autour de moi. Et c'est une technique en fait qui est une technique ancestrale pour faire partir le mal par l'énergie. J'ai essayé de pouvoir montrer un autre visage de Bali, montrer le visage mon Bali. Et mon Bali, c'est le Bali authentique, c'est le Bali d'il y a peut-être 20 ou 30 ans. C'est le Bali qu'on trouve dès qu'on s'écarte un tout petit peu des sentiers battus. Il reste encore énormément d'endroits, finalement très proches de la ville, qui sont encore authentiques. Et c'est vrai que Bali, entre le Bali d'aujourd'hui et d'il y a 15 ans, il y a quand même une grande différence. Mais il faut aussi respecter ce mélange tradition et modernité. Et c'est ce que j'aime aussi à Ubud. Revenir en Belgique, pas certaine. Je deviens comme les Balinais maintenant, on vit au jour le jour et puis on se laisse vivre et puis on verra un petit peu. Ça sert à rien de faire des grands projets sur des années. L'avenir, notre karma nous amènera là où il doit nous amener. Karine a totalement adhéré à la culture hindouiste balinaise et a su concrétiser ses rêves. Bali et l'Indonésie en général invitent au voyage, à la découverte et à la réflexion. La culture, la nature, mais surtout les gens vous font oublier le temps d'un instant, les soucis du quotidien et ne laissent personne indifférent. Le rêve est désormais à portée de main et tout devient possible.